Alors, on démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission entre Juliette et moi. Allez, on dit que j'ai gagné le jeu et c'est toi qui lance l'émission. Ah non Oh. Non, on peut faire le jeu de la chanson, enfin du mot et de la chanson. Allez, le mot et la chanson. Alors, tu nous donnes un mot et on doit trouver une chanson qui... Le premier de nous deux qui trouve une chanson. Dans le titre Ouais. Dans le titre. Ouais. Okay. Je connais pas les titres. Moi. Ouais. Bon, allez, dans la chanson. Dans la chanson. Le mot, il est dans la chanson. Voilà. Interdit. Jeux interdits. Nanana. J'ai gagné. Bravo, Ramzi bravo. présente. Quoi c'est une vraie chanson, ça? Oui, bien sûr. La chanson de Jeux interdits. Oui. Elle s'appelle Jeux interdits. J'ai gagné. Tu présentes le podcast. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création, avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour Ramzi. Nous sommes à la saison 3 de l'épisode 27, Putain. Bientôt la fin de la saison. Et notre invité aujourd'hui, Olivier Dax. Bonjour. Oui. Bonjour Ramzi, bonjour Juliette. Bonjour Olive. Juliette, peut-être tu peux présenter Olivier Dax pour ceux qui ne le connaissent pas. Eh bien, Olivier, alors, il est musicien, Oui, il est producteur de musique, oui. il est quelqu'un qui fait de la musique pour tout un tas de supports. raisons. Voilà, ça peut être pour des chanteurs, ça peut être pour des films, Oui. ça peut être pour des génériques, ça Ouais. peut être pour une Des- chier de Des trucs. défilés, des DJ. Ouais, tu fais le DJ aussi. Ouais. Ouais. Mm. T'as eu un groupe de rock Ouais. dans lequel, moi, c'est là que quand je t'ai connu, Ah bah, c'était pas dans mon groupe de rock, c'était dans mon groupe. Ouais, si tu veux, c'était un peu French Touch. Oui, c'est house. ça. Ouais, mais C'est- t'as raison, c'était un peu rock. Mais moi, je vous C'est à cause voyais de que... nos Qui s'appelait têtes, comment quoi. de votre attitude Ouais, à tous les ça. trois. C'est T'as bien raison. un groupe qui s'appelait Dax Riders. Ah, parce que D'où j'ai vu ça, Olivier j'ai vu Dax. ça passer. Voilà. Voilà. Et pas Micheline d'accord. Dax. Et que bah- J'aime beaucoup. Hein. Rien à voir avec Non. Tu Micheline. sifflais pas? Et Et tout ma à grand-mère. voir avec une catégorie de petites motos. on peut dire, Exactement, Ah oui. japonaise. Ouais. Une petite moto Honda japonaise Et qui elle- s'appelle Dax. qui a une bonne tête. C'est vraiment une petite moto Ouais. et qui est très stylée, qui Ouais. fait très Mais moto de ville, quoi. Qui s'appelle comment? Et Un Dax. Un Dax. Ah, ok. Ouais. Je croyais que c'était par rapport à ton nom. C'est un peu comme. C'est l'un dans l'autre, quoi. Tu vois. Ok, les deux ensemble, ouais. Ça vient vraiment de ça. C'est-à-dire que très jeune, j'ai commencé à rouler là-dessus. Et en fait, au départ, c'était. Tiens, t'as vu le Daxman, quoi, le mec qui est sur son Dax, quoi. Et puis Daxman. Mais Olivier, c'est mon vrai prénom. D'accord, ok. Puis Olivier Daxman, Olivier Dax et Olivier Dax. Ou, tu sais, c'est aussi Olivier des Dax Riders, donc Olivier Dax. quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Donc ça fait un peu. Voilà. Et puis Bon, moi, ça j'aime marche. beaucoup Micheline Dax, c'est vrai. Notamment ce qu'elle a fait avec William Scheller. Ah. Parce qu'elle sifflait merveilleusement. Ah oui, ça je sais, mais je savais Ouais. pas qu'elle avait travaillé Ah bah, avec si, William Scheller. Ah ouais, c'est merveilleux. Je vous le conseille, c'est très très beau. Et puis c'était aussi le Muppet Show, Micheline Dax. Oui, c'est vrai, Hein c'était la voix de Peggy la cochonne. Tout à fait. Donc elle a vraiment beaucoup compté. Elle a la voix française. Ouais, Elle a oui, beaucoup oui. compté pour nous. Et pour nous, Oui. c'est une femme qui a beaucoup compté. Et alors évidemment, même pour les gens de ta génération et toi, ça doit, voilà, ça veut pas dire grand chose. Si, je sais qu'elle sifflait et tout, que des albums de. Ça, c'est parce que tu as de la culture, mais c'est pas par rapport à ton âge. Ouais, non, Micheline Dax. Bah ça fait partie de ces comédiennes qui ont été littéralement oubliées par le temps, alors qu'elle a eu une carrière longue comme le bras, où elle n'a pas fait du tout que ce genre de choses. Mais Ouais. voilà, nous, on s'en souvient. Ok, Donc on le très dit. bien. Oui. Micheline Dax, Micheline. tu nous Mais- manques beaucoup. Mais en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a aucun lien avec toi. Non, Et aucun lien pour toujours autant. pas. Toujours pas. Juliette, je te laisse lancer la première question de ce podcast. Alors, c'est une question rituelle, Olivier, et elle est la suivante. Qu'est-ce qui, dans ta vie, quand tu étais jeune, ou même enfant ou adolescent, je ne sais pas, tu me diras, t'a donné l'autorisation d'embrasser une carrière artistique? Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? C'est beaucoup de choses, mais c'est ma cousine qui me gardait genre de vraiment tout petit, je pense que j'avais même pas un an jusqu'à l'âge de 3 ans, et qui jouait de la batterie. Et qui m'a mis, donc qui me mettait derrière, quand elle me gardait, elle me mettait derrière une batterie. Et donc ça, c'est un premier éveil à la musique. Je trouvais ça génial de... Je pense que quand t'es tout petit comme ça, taper sur des trucs, Ah bah oui. c'est très bruyant. Mm. Donc ça te donne beaucoup de vibrations. C'est quand même quelque chose de... Tu
tu te le rappelles bien. Moi, vraiment, je me rappelle dans la cave de chez ma tante, cette batterie. Et tout à fait derrière, c'est-à-dire très rapidement, je veux dire, dans le temps derrière, un cousin qui, lui, était batteur dans un groupe de rock. Qu'est-ce que c'est que cette Ouais. famille de batteurs? Ouais, c'est incroyable, hein. Et j'adorais parce qu'il avait des baskets de boxe. Je trouvais ça trop stylé. Et donc, je regardais ses pieds sur la batterie. Et pareil, encore une fois, ce gros bruit. Et puis, c'était les années 70, puisque voilà, c'est notre génération. Enfin, notre Et quand- génération, à toi et à moi. Oui. Ouais. C'était par rapport au Ouais, ouais. préambule de Oui. l'émission. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Et, Je suis pas très loin non plus, hein. Je suis oui, 84. Hein. Ouais, mais très rien à voir. très bonne année de production musicale, 84, hein, Ah bon une de mes favorites, ouais. Un petit peu la fin, quoi, de ça, si tu veux, on en parlera tout à l'heure. Et la fin d'une ère. Mais pour revenir à ça, il y avait quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que je me retrouvais dans ces répétitions où j'étais tout petit, et très souvent parce que mes parents, donc boulangers, donc n'avaient pas trop le temps, donc je me retrouvais très souvent dans de la famille. Ouais. Il y avait ces répétitions où c'était quand même beaucoup de hippies. Je trouvais ça assez hallucinant parce que j'aime pas trop encore aujourd'hui, hein, toute cette ambiance. Mais c'était quand même un peu délirant parce que les répétitions, il y avait plein de gens adultes pour moi, mais en fait, c'était des gamins. Et que ça fumait des clopes, ça s'embrassait, ça faisait un peu... Tu sais, c'est un peu un truc brumeux dans ma tête, mais ça sentait la liberté, quoi. Ouais. Tu vois, un truc... Ça sentait pas comme mes parents qui devaient se lever tous les matins pour aller faire, Pour aller faire le du pain. pain, et puis le samedi, et puis le dimanche. Tu vois, dur, quoi. Est-ce que tu associais le mot bonheur, ou est-ce que c'est une lecture rétrospective des choses? Alors, je pense que je pourrais pas dire parce que c'est très... L'un influence l'autre dans ma tête avec le temps, puis ça se brouille, tu vois. Donc, mais oui, évidemment, il y avait... il y avait que du bonheur là-dedans. Tu vois, du bruit, des vibrations, des bonnes fringues, des gens qui se font des bisous. Enfin, tu vois, c'était... voilà. Et donc, après, comment toi, t'en es venu à faire de la musique? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est... Parce Non. que vu le milieu dont tu es issu, c'est pas l'évidence. Ça relève pas de Non. l'évidence de te Non. retrouver dans une carrière artistique. Non, mais réellement, chaque jour, je pourrais me trouver, parce qu'évidemment, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, comment ça s'appelle, j'ai tendance un petit peu à idéaliser ou à romancer ma jeunesse, tu Mais vois. comme nous tous, normal. comme nous Ouais, tous. voilà. Donc, je peux pas te dire exactement si c'est parce que je me sentais différent à l'école et que tout à coup, j'avais l'impression d'exister en faisant de la musique. Certainement. Il peut y avoir des tonnes de raisons. J'avais vraiment une fascination, en fait, pour la musique, mais au-delà de la musique, du spectacle. C'est-à-dire que j'aimais, tu vois, j'aimais des groupes comme Kiss parce qu'ils s'étaient maquillés. J'aimais David Bowie parce qu'il était pareil, maquillé, tu savais pas trop. Enfin, il y avait tout un imaginaire là-dedans qui était très libérateur et qui donnait beaucoup de rêves. Ouais. Et tout ça, ça me sortait de... Parce que bon, j'ai grandi dans un truc que je trouvais génial, mais qui aujourd'hui, avec le recul, c'était quand même un quartier pas terrible à côté de Marseille. Mais moi, je trouvais ça super. Mais finalement, c'était pas tant le rêve que ça. Ouais, bah oui. Quand j'y retourne aujourd'hui, les immeubles murés, tout ça, c'est pas top, tu vois. Mais pour moi, c'était génial. Hein, parce qu'il y avait des terrains vagues où on pouvait faire de la mobilette volée. Enfin, tu vois, c'était super, tout ça. Et il y avait ce rêve entre la musique qui se faisait dans des caves, mais c'était sympa, des caves où il y avait de la musique, tu vois. Donc toi, tu t'es mis à faire ton groupe de... Mon premier groupe, j'ai revu en plus mon pote guitariste, Joël, avec qui on avait monté ce premier groupe l'année dernière. C'était vraiment génial de se revoir d'ailleurs. Et on a monté notre premier groupe en 5e. Ah ouais. Ouais. Donc en 5e, je sais pas quel âge on a, vu que moi en plus je suis de décembre. 11 ans, 12 ans, ouais, 10, 12 ans. 11, ouais, t'as raison, ça doit être ça. Je crois. Et évidemment, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans mon quartier, il y a une radio libre, puisque tu vois, c'était le moment des radios libres, 1981, je crois. Et alors là, j'étais fasciné, parce que alors, la radio libre était dans l'immeuble d'en face, et j'avais très envie d'y aller. Et quand tu rentrais là-dedans, c'était encore pareil, il y avait des murs
avec des poils très longs, parce que tous les murs étaient En moquette. mais c'était pas une moquette, c'est de la fourrure, hein. Mais vraiment. Tu sais, C'était pour la l'acoustique. sonorisation. Tout le monde fumait là-dedans, donc c'était assez terrible. Ouais, Il y avait des tapis, des fourrures et machin. Et ça jouait une musique que t'entendais pas. C'est-à-dire que moi, quand j'étais tout petit, dans la bagnole de mes parents, t'avais Radio Monte Carlo, puisque c'était les grandes ondes. Donc c'était pas très intéressant, ça mêlé à l'odeur de la gitane, tu vois. La gitane, c'est une cigarette brune, en fait, pour ceux qui savent pas. Puisque je pense qu'on sait plus trop ce que c'est qu'une Non. gitane, tu vois. Bah, toi et moi, oui, on l'a Ouais. même encore dans le nez. Mais Ouais, mais tu ouais, vois, ouais. donc tu étais dans la voiture, tu avais ça, et tu avais donc un son très très médium, qui était le son des grandes ondes, donc RMC, ou France Inter peut-être, je sais plus s'il y avait ça à l'époque. Je pense que moi c'était RMC qu'ils écoutaient, mes parents. Et tout à coup, 1981, le son prend des basses et des aigus, et c'est la FM, et sont les premières radios libres. Et là, t'entends, je me rappelle, t'entends Kool and the Gang, t'entends Imagination. Mais l'été de Imagination, de Illusion, mais laisse tomber ce son de basse. Tu fais waouh, tu vas entendre que ça, quoi. Tu vois, c'est fou. Et t'entends de la musique où ça chante pas en français. Ouais. C'est fini, Sardou, tout ça, tu vois. C'est fini. Non, mais ça peut paraître très marrant. Ouais, si. Mais avant les radios libres, c'était ça, quoi. C'était Sardou, Serge Lama, j'en sais rien, moi, tu vois. Marie-Paul Bell. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me sort dans la tête, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y avait Marie-Paul Bell. Et c'est pas grave, hein, tu vois, mais ça me plaisait pas des masses. Oui, tu oui, vois. bah, Et donc, il y a cette histoire de ce que tu viens de dire qui fait écho. Là, tu as parlé de la basse de Kool and the Ouais. Gang. Et la basse, c'est aussi une énorme vibration, Ouais. comme la batterie. Ouais, tout à fait. Donc, ça va. En fait, ça rentre. Moi, j'y connais rien en musique, Ouais. je suis naze, hein, mais Mais t'as raison, en même ça temps, te c'est rentre vraiment... littéralement dans le corps. Ouais, C'est exactement. pas une chose qui reste là entre tes deux oreilles Mhm. et qui se balade uniquement dans ton cerveau. Ton corps est atteint, en fait. Ouais. Et puis c'est quelque chose que je pense, qui est, en tout cas pour moi, qui est plus facilement et rapidement compréhensible. Je sais pas comment dire. Que j'arrive à analyser rapidement. Tu vois, c'est plus facile pour moi de retenir la basse de Music and Lights que de chanter du Rachmaninoff ou j'en sais rien, tu vois, des trucs qui sont beaucoup plus orchestrés et chacun sa sensibilité. Mais en tout cas, pour moi, c'est plus... Il y a un côté transcendantal de l'autre côté, tu vois, faut y aller, quoi. Ouais. Alors qu'une basse et une batterie... un des premiers 45 tours qu'il y avait chez mes parents, c'était Sol Makossa de Manu Dibango, que je mettais en boucle. Tu vois. Et ça commence... Enfin, tu fais un truc à peu près comme ça, quoi. Et je mettais ça et je sautais sur l'île de mes parents dès qu'ils n'étaient pas là, tu vois. Et c'était ça. Et il y avait Qui c'est les plus forts, évidemment. Bien ça, sûr. Il y avait ça aussi. Ouais, Tu vois. moins de basse. Moins de basse. J'écoutais moins. Ça te plaisait moins. Mais c'était quand même les deux 45 tours qu'il y avait, tu vois. Mais quand même, c'était cool que tes parents ils aient ce 45 aimaient Parce que moi, je peux te dire Saint-Étienne, que... Non, Saint-Étienne. Mais qui, à l'époque, n'aimait pas Saint-Étienne, même à Marseille, donc. Non, mais je veux dire que tes parents, ils aient... Ce disque de Sol Makossa. Ben ouais. Ouais, et en fait, mon père m'a emmené très très vite voir des concerts. C'est-à-dire, quand je dis très très vite, c'était au même moment où enfin, même un petit peu avant que je monte mes groupes. Mais mon père, je pense, était assez fasciné aussi par cette radio qui s'était installée en face de chez nous. Et je ne sais pas pour quelle raison, il faudrait que je lui demande à l'occasion, puisque j'ai encore la chance de l'avoir. Mais il m'a emmené très vite voir des concerts, et les 3 premiers concerts qu'il m'a emmené voir les uns derrière les autres, ça a été George Benson, Nina Hagen et Motorhead. Voilà. Ton Donc, père, mais complètement le grand il était écart, le boulanger, grand mais écart. il était... Oui, je sais pas. Il était super moderne. Enfin, J'en sais rien. mais oui, t'imagines c'est emmener un enfant de mais ton si, âge j'imagine bien, oui, mais c'était... Parce que moi, déjà, mes parents, au même âge que toi, ils m'emmenaient voir Higelin. Et rétrospectivement, je me disais, putain, mes Superbe. parents, ils étaient... Ouais. Mais toi, c'est encore bien plus loin. Ouais, bah, C'est-à-dire que Higelin, il est français, il chante en français, il a un accordéon, enfin, il garde tout un truc du patrimoine. Là, ce que tu es en train de me raconter, Nina Hagen, Benson. Ouais. Et donc, du coup, j'écoutais ces trucs-là, très rapidement. Et pour moi, c'était la même chose. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je pouvais écouter Motorhead ou Benson. C'était mes concerts, donc ça va, c'était la même musique. Tu vois. Ouais. Et
Et en réalité, finalement, même quand tu écoutes Nina Hagen et que tu écoutes Benson, il y a encore cette histoire de batterie et de basse, et notamment aussi dans Motorhead, parce que ça tourne quand même beaucoup autour de Lemmy qui est bassiste, et de ce batteur qui a été un des premiers à jouer de la double grosse caisse. Donc cette espèce de cadence de grosse caisse, c'est un des premiers groupes qui fait ça. Tu vois. Tu peux expliquer parce que moi je. Alors pas une grosse caisse, tu vois ce que c'est ou pas? Un kick. Non. Le kick, c'est un petit peu dans toutes les musiques, c'est ce qui fait, par exemple dans la house, c'est ce qui fait pouf pouf, ou dans la disco, tu vois. D'accord. Tu vois le truc qui marque le temps. Donc c'est un peu le marqueur de temps. La grosse caisse, c'est ce que tu as au pied sur une batterie. Ah, c'est le truc qui fait horizontal, quoi. Ouais, vertical plutôt, Vertical, si on veut. Ouais, c'est ça. Vertical, ok. Et c'est ce qui te donne le tempo, en fait. D'accord. Et c'est ce qui est au pied. Et c'est ce qui est au pied. C'est ce qui te donne le tempo. C'est la partie la plus basse au niveau sonore de la batterie aussi. Ok. Et donc, le premier groupe qui a utilisé ce système de mettre double grosse caisse, c'est-à-dire une sur un pied gauche, une sur un pied droit, et au lieu de marquer le temps de manière métronomique, c'est-à-dire si, admettons, t'es sur un tempo, tu vas faire un truc qui est comme ça, et ben eux, ils auront fait tac, 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 avec les deux pieds. Donc, c'est complètement une autre vitesse. Bon, bref, c'est juste les inventeurs du métal, finalement, tu vois. Parce que c'est ce qui s'est passé et que tu as encore aujourd'hui, mais qui très très loin, mais ce sont les premiers qui ont fait ça. D'accord, ok. Mais après, tu as eu beaucoup de groupes dans les années 70 qui avaient aussi ce système de double grosse caisse. Il faut savoir que Lemmy de Motorhead a été au début de beaucoup de choses pour tout le rock que tu écoutes aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors, je vais pas te faire la démo, parce que c'est pas non plus ma spécialité, parce que moi, c'est quand même plus la funk et le disco. Tu vois. Je me suis retrouvé à écouter aussi ce genre de musique, parce que ce sont des musiques qui ont beaucoup d'énergie, tout ça, et ce sont des musiques que tu écoutes en concert, que tu écoutes fort. Ce sont des musiques où tu danses. Et donc ça va avec l'adolescence. Ouais. Forcément, à l'adolescence, moi j'ai toujours compris l'adolescence comme une montée, une montée, bon il y a les hormones et tout ça, mais que ça te provoque aussi une sensation de vertige phénoménale. Bien sûr. Neuve. Et que d'une certaine manière, la musique est nécessaire. En fait, elle te sert à te dire que s'il y a des gens qui ont écrit cette musique-là, c'est qu'ils sont déjà passés par là où toi, tu es en train de passer et qu'ils l'ont transformé en un truc qui va t'accompagner, t'aider à vivre ça. Il y avait un DJ, une DJ qui s'appelait Lisa Elias, qui faisait de la musique. Alors là, je vais passer dans complètement un autre délire, de la techno hardcore. Donc la techno vraiment qui tape très fort. Et elle disait que ce défouloir, en fait, d'aller danser sur de la musique hardcore, enlever une mauvaise énergie qui aurait pu peut-être te rendre violent ailleurs. Il est vrai que quand tu vas dans des trucs type Hellfest, les gens sont les plus gentils au monde. Ouais, c'est ce que disent souvent les gens. Tu vois, parce que quelque part, tu dépenses une énergie dans cette musique qui pourrait peut-être être néfaste ailleurs, quoi. Donc la musique, c'est important. Ouais. Et donc, tu as monté ton premier groupe en 5e. Ouais. Mais tu savais jouer un instrument? Parce que du coup... Alors, oui, est-ce que je savais jouer un instrument? Est-ce que je sais jouer encore un instrument aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de monter sur scène. Donc, moi, j'avais des copains un peu dans le quartier qui jouaient de la guitare. Et moi, je me suis dit, bon, la batterie, c'était beaucoup trop cher pour mes parents, donc c'était mort. Tu vois, ça fait déjà t'oublies. Donc ça, je savais qu'il n'y aurait pas moyen. Et la guitare, c'était peut-être envisageable. Mais alors là, il est arrivé un petit souci, c'est que j'étais gaucher. C'est pas un souci. C'est les meilleurs êtres humains au monde. Il y a toi, il y a moi, et il y a Barack Obama. Et Émeric Lomprey. C'est un souci peut-être pour les guitares à cette époque. Ouais. Voilà, exactement. Alors non, c'était un souci. C'est ce qu'on me disait, parce que moi, j'allais dans les magasins de musique de ma ville. Et voilà, je voudrais jouer de la guitare, mais je suis gaucher. Est-ce que si je prends la guitare d'un copain, que je la mets à l'envers, non, on peut pas faire ça. Les vendeurs, non, tu peux pas. Parce que les micros, alors moi je comprenais rien, j'étais vraiment un gamin. Et si j'inverse les cordes, non, les guitares c'est pas fait pour ça. Tu peux pas faire ça. Il faut acheter une guitare de gaucher. Évidemment, guitare de gaucher 3 fois plus cher à l'époque. Donc bon, complexe. Donc je me mets
à apprendre la guitare comme un droitier. Oh. Comme beaucoup Bah oui, oui, oui. D'accord, ah oui. beaucoup de potes Donc qui tu sont te gauchers. forces à... Ouais, donc Ouais. du coup, j'apprends comme ça sur les guitares de mes potes, puisque mes parents ne m'achètent pas de guitare. C'était pas le moment, quoi. Et il n'y a pas de problème, hein, tu vois, c'était comme ça. Et donc, je commence à jouer, et puis évidemment, je crois qu'un des premiers trucs que tu apprends, c'est genre Smoke on the Water, ou un truc comme ça, tu vois. Donc, Smoke on the Water, qui est pas du tout ça, hein, mais tu l'apprends comme ça à la guitare. Non, mais oui. Oui, parce c'est que- la lettre à Élise pour les guitaristes, en fait. Au piano, on te Ouais. fout à la lettre à Élise en disant « Eh ben, démerde-toi !» Voilà, c'est à peu près ça. Mais Voilà, là, c'est et tu mais c'était transformes... la lettre à Lise des quartiers de l'époque, en Ouais, tout cas, ouais. tu vois, voilà, que tu apprenais déjà à jouer sur une corde, puis après, si c'était bon, tu mettais 2 cordes, et tu le jouais toujours pas comme il fallait, en fait. Parce que je l'ai appris que récemment, grâce au réseau et à YouTube et à tout ça, qu'en fait, je l'ai jamais bien joué. Ah ouais. Bah oui, parce que je crois que c'est qu'il a écrit ça, ce très cher monsieur, en s'inspirant de Beethoven, je crois. Tin, 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 tu vois, et je crois Ouais. que tin, tin, tin. Oh oui. Tu vois, il l'a Ah. pris à l'envers, je crois. Et donc, en plus, Ouais, il l'a j'adore ça. harmonisé d'une certaine manière. Mais ça, tu l'apprends que quand tu as envie de t'intéresser à la musique, ce qui est à peine le cas aujourd'hui pour moi, de commencer à m'intéresser à vraiment la musique, l'harmonie, c'est-à-dire que on va dire tout le côté technique de la machine, Ouais. qui pendant des années, qui m'intéresse pas non plus des masses aujourd'hui, mais Mais t'es puis obligé avec d'en le passer temps, par là. ouais, mais avec le temps, tu l'apprends quand Mm. même. Tu Ouais. vois, t'apprends. Parce que j'étais quand même assez fan des mathématiques et de la physique à l'école. Et en fait, tu te rends compte que Que c'est lié. c'est très, très lié, Mm. puisque ce sont des fréquences. Et on revient à ce qu'on disait au début, les vibrations et tout ça. Mm. Et ça te donne beaucoup de solutions, en fait. Les mathématiques et la physique te donnent beaucoup de solutions dans la musique. Ah ouais. Oui, parce que c'est assez... un La, c'est 440 Hz. Après, c'est... Les harmoniques, tu les doubles pour aller à l'octave au-dessus, tu vois. Et donc, ça t'aide beaucoup. Ok. C'est assez pénible d'en parler là, mais, Non. mais ça te donne des solutions. Non, mais Ramzi, ça l'intéresse parce qu'il a une formation en maths. Donc, D'accord. il se Oui, dit, j'ai- mais j'ai- attends, j'ai un- est-ce que j'ai je un doc de deviendrais maths. pas, est-ce que je pourrais pas devenir musicien? Mais sauf que j'ai vraiment tout sauf le truc de la musique, le sens de la musique. Ouais. Pareil. Oui, parce que j'ai été viré de ma chorale en 5e, en effet. Il s'en est jamais remis. Enfin, Ouais. ma chorale, le cours de musique hein, de l'école. Mm. Bref. J'ai digressé, on était où alors? Non, Et alors donc- on était donc dans tu- une cave où donc tu- tu te débrouilles pour jouer de la guitare. Ouais, voilà. Alors, Dans t'es un gaucher avec une guitare, donc pour. Alors, en réalité, on n'est pas tout de suite dans la cave, on est d'abord dans une salle de la ville, qui est prêtée par la ville. Et puis là, on commence à faire du bruit avec mon copain Joël, qui était guitariste aussi. Et donc, bon, moi, j'avais plutôt... Alors là, en 5e, j'avais plutôt envie de faire les Sex Pistols, tu vois. C'était vraiment plutôt ça, parce que c'était plus simple que tout le reste. Tu vois. Et puis j'aimais pas trop les hippies, finalement, avec le temps. Ouais, tu bah vois. oui. Donc, c'était plus ça. Mon pote Joël, lui, était plus Kiss. J'aimais bien Kiss aussi depuis un moment, mais c'est vrai que j'étais pas trop hard rock. J'étais plutôt punk. Et on a commencé à monter notre premier groupe. Il y avait un mec dans le quartier qui jouait de la batterie, qui jouait super bien de la batterie, qui était un peu plus âgé que nous. Enfin, un peu plus, il avait 3 ans de plus que nous, je pense. Et on a commencé à jouer tous les 3, puis il nous fallait un bassiste qu'on a trouvé au collège, Michael. Et on a monté notre premier groupe, et il s'est avéré que très rapidement, pas dire de conneries, je crois que c'est pendant l'année de ta naissance, je pense. 84. Ouais, je crois qu'il y a eu la fête de la musique. Est-ce que c'est 84? Il faudrait que je regarde. En La tout cas, première fête de la la musique. première, ouais, c'est Je sais pas. possible. c'est ouais. 83 ou 84. 33 ou En 80. tout cas, la première fête de la musique, on a fait notre premier concert où on n'avait pas du tout de connaissances, mais en tout cas, on avait vraiment Ouais. envie de monter sur scène. Donc, je pense qu'on a dû jouer, si je me rappelle bien, un titre de Kiss sur lequel, en fait, on faisait tourner certainement les 3 premiers accords en faisant un yaourt abominable. Et God Save the Queen, évidemment, des Sex Pistols. Et puis, on s'était surtout bien apprêtés, on s'était mis des colliers à clous et tout ça. C'était ça le plus important. Et il y avait tous les copains de la classe qui étaient C'est là. qui étaient dans venus la nous rue voir. C'était dans un quartier, en fait. Il y avait t'avais une salle
une salle de la mairie D'accord, ah oui. qui avait, Ok. qui avait Ah, mis une petite génial. sono et tout ça. Ah oui, génial. Ouais, Donc, ouais. premier concert Mm, mm. en cinquième. C'est fou. Ouais, fin de cinquième, puisque c'était la fête de la musique au mois de juin. Ouais. Mm. Bah, c'est quand même fou. Et c'était très très bien. Et après, Et comment tu as continué dans la musique alors euh, après après ça a été un peu dur parce que oh putain, je vais rentrer. Après du coup je me suis mis je suis arrivé en quatrième, c'est l'année d'après. Et là donc encore plus envie de monter des groupes. ouais. Commence à avoir, tu sais, commence à y avoir quelque chose qui se passe aussi. Commence à regarder les filles, enfin tu vois, tous les Ah, trucs, tu vois, ça y évidemment. est, le moment où les filles rentrent dans l'équation. Oui, tu vois. Ah, Et, quatrième. et là, tu as encore envie de faire encore plus, tu vois. Et sauf que là, bah, tu as tes parents qui disent: Ouh là là, qu'est-ce qui se passe avec l'école là Ah, ça tu vois, les commence à prendre le résultats pas. commencent à tomber un petit peu, tu vois. Donc, bah, t'es privé de répétition. Oui. Ouais, t'as pas le droit d'aller en répétition parce qu'il faut que tu apprennes tes cours d'allemand. T'avais pris Parce que- allemand Ah bah non, LV1. moi j'avais pas pris allemand. Mais sauf que dans le quartier dans lequel j'étais, c'est les classes, si tu voulais à peu près être... c'est horrible ce que je suis en train de raconter, mais bon, c'était comme Si, ça. mais c'était comme moi aussi, c'était C'est ça. Hein. c'est Moi, genre... c'était pour ne pas être dans les classes De merde, tu prenais merde. allemand. Il fallait prendre allemand. Moi, Voilà. c'était LV2. c'est Mais ça, moi, LV2 aussi, ouais, bien Moi, sûr. j'étais élevée, les gars. Ah oui, Ouais. ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Ouais. Vous aviez latin aussi? Bien non, sûr. Ah moi oui. non, moi non. Moi aussi, ouais. Ah ouais, bien sûr. Ah C'était- oui. Voilà. Et donc là, eh ben, évidemment, c'était schlecht. Hein. C'était pas terrible, terrible. C'était schlecht. Sehr schlecht, les résultats, tu vois. Et ben, voilà, ça veut dire que c'est pas terrible, en fait, en français. Assez mauvais, même, en fait. Oui, mauvais. C'est Ouais, mauvais, schlecht. Hein. Le schlecht, c'est vraiment mauvais. Sehr, c'est très. Et, et donc, ben, privé de répète, donc évidemment, tu pouvais pas retourner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un pote qui avait une boîte à rythme. Et en fait, le dimanche matin, on se foutait, il venait chez moi, on se dans ma chambre, et là, j'avais quand même ma guitare. Et puis, on faisait, du coup, un truc qui était du punk avec une boîte à rythme et une guitare. Parce qu'en fait, il y avait les BE et les noirs. Et là, c'était genre, Ok. waouh, génial. Là, on comprenait tout. On comprenait, il parlait en français par rapport aux Sex Pistols. Mm. Ou quand on faisait God Save the Queen, on savait qu'il fallait dire God Save the Queen. On savait à peu près qu'il y avait fasciste régime derrière. Mais derrière, il made you a moron et tout ça. C'était très, très dur à refaire en concert. Parce qu'évidemment, on faisait des reprises. Hein. Et là, en fait, tout à coup, on s'est dit, waouh, nous aussi, on peut commencer à écrire des textes. Alors, je t'avoue, on ne comprenait pas tout. Mm. Parce que t'avais les Berus qui racontaient un truc, on dit, ouais, ça a l'air bien. T'avais un autre mec qui s'appelait Gogol Premier, Putain. qui racontait un autre truc. Et puis là, on comprenait pas trop, parce que le mec, en fait, c'était assez étrange, tu vois. Et quand tu mélanges tout ça, ça faisait des textes où même nous, on savait pas trop, finalement, s'il fallait en avoir honte ou si c'était bien, tu vois. Donc, Ok. l'important, c'était de raconter des trucs qui allaient choquer beaucoup les gens. Ouais. C'était surtout ça. Ouais. Mais alors, on savait pas où on choquait, hein. Tu vois ce que je veux dire? On tapait de Et- partout. Ouais, l'important, c'est que ce soit bruyant et que les gens fassent waouh, tu vois. C'est-à-dire que on s'était rendu compte que Sid Vicious, qui montait sur scène avec un t-shirt avec une vastica, ça avait choqué beaucoup de monde. On s'est dit, waouh, putain, ça a l'air pas mal. On n'avait aucune idée du message. Mon Dieu. Que tu vois ce que je veux dire. Voilà, quoi, tu vois. Donc, bref, c'était assez expérimental. Et Ouais, mais Et- faut bien commencer à écrire ses textes, en fait. Donc, à un ouais. moment, c'est- Finalement, j'en ai jamais vraiment écrit. Hein. Oui, mais Mais, quand tu fais ton groupe, la première étape, c'est de faire des reprises. Ensuite, c'est de faire bah ouais, peut-être ouais. ces compositions. Où je Donc sais on pas, avait où, compris que si on était anticlérical, que anti-télévision, anti-machin, c'était bien. Parce que les vieux, ils n'aimaient pas trop. Donc, tu Et le vois, but, c'était de faire chier les vieux. qu'on raconte des horreurs sur des curés ou des Mm. trucs comme ça. Donc, un de mes premiers groupes, on a fait un premier disque où le titre c'était un 45 tours et le titre racontait l'histoire d'un curé qui s'appelait Pédo. Voilà. Tout Ouais, est dit, je crois crois. que je Bon, pourrais C'était- m'arrêter ça, là. c'était prémonitoire quand même. Parce que à l'époque, il n'y avait pas d'affaires qui étaient sorties. Ah ben non, là Non. on est en 1984. Voilà. il n'y avait pas Donc, encore MeToo, je crois. Voilà. Alors, déjà, il n'y avait pas mis tout ça, c'est clair, mais c'était L'abbé pas Pierre, encore. c'était pas encore fait, non. Non, non plus, non. Mm. Non. Puis les grandes enquêtes journalistiques sur l'existence de la Des prêtres. pédocriminalité quasiment systémique au sein Ah, du c'était pas clergé, encore, elles il y n'étaient pas avait sorties. pas Bien encore- sûr que pas. Les Je premières sais enquêtes, pas. elles datent
des années 90, il me semble. J'en ai aucune Celle idée, de j'ai pas suivi. Boston sur Mais, Oui, oui. Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours connu les blagues sur Oui, les blagues, oui. Les Oui, blagues, mais du le coup, fait que ça devienne un fait de société, que ce soit, d'accord, que ok. ça soit reconnu, que ça soit pas genre la rumeur façon la bête du Gévaudan. Non, non, c'est une réalité. Et à un moment, il a bien fallu que ce soit les médias qui s'en emparent. Enfin, des journalistes en tout cas, Hmm. à défaut des médias. Donc Ok. ça, on est arrivé sur le premier enregistrement, du coup. Mais alors, comment vous avez enregistré On avait un 45 tremplin, un tremplin. ou tu sais, un tremplin ou un radio-crochet ou un truc comme ça, si tu veux, Ah, ok. Ouais. dans la ville, où le groupe qui gagnait ce truc-là Un pouvait concours enregistrer de- son ok. premier disque. Voilà, je te l'ai. Génial. C'était comme ça que c'est passé. Et Et c'était quoi le nom du groupe, juste pour savoir? alors, Les le nom noms du des groupe, groupes au sont tout un peu rigolos. départ, il s'appelait Lips, Ah, pas mal. mais en réalité, on nous a dit qu'il faut être français. Parce que ça chante en Donc, vous avez anglais, fait tu vois, l'œuvre. parce que Mm. il y avait déjà des histoires de faut faire en français. Ouais. Donc, faut faire français. Donc, il s'est appelé Hexagone, le groupe. Ok. Un peu comme Renault, un peu comme. J'aime bien. Voilà. Et puis derrière ça, en fait, moi, ça m'amusait pas trop parce que c'était déjà un groupe et j'étais le plus jeune du groupe. Et moi, je voulais toujours faire du punk et eux, c'était toujours s'attirer vers le hard rock. Et Hmm. c'était pas trop mon truc. Donc j'ai recommencé mon histoire avec mon autre pote Stéphane, avec qui on a recommencé à faire notre punk avec boîte à rythme. Hmm. Puis Stéphane, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais il ne pouvait plus trop venir faire de musique. Donc je me suis retrouvé tout seul avec une boîte à rythme. Et puis avec cette boîte à rythme, j'avais, et c'est Stéphane qui me l'avait filé d'ailleurs, il y avait un petit module avec lequel on pouvait enregistrer des basses. C'était très compliqué à programmer. Mais on pouvait enregistrer des basses avec ce petit truc. Et donc je programmais ça. Et là, il y avait des copains dans mon quartier qui commençaient à faire un truc qui était du rap. Donc, j'ai commencé à faire des sons de rap pour mes potes, enfin avec mes potes du quartier là. D'accord. Et c'était assez sympa. Et ça s'appelait Alif Possi. Ils ont signé plus tard après chez Sony Music, Ah ouais. mais bien plus tard dans Mm. fin des années 90. Où ils ont fait un album, je crois. Mais nous, c'était les années 80 et fin des années 80 là. Et là, c'est Donc là, un truc tout t'étais à fait. beatmaker, en fait. Et ouais, mais Ok. je savais pas trop. Ouais, C'était ouais, ça. bah Moi, oui. je faisais boîte à rythme, machin. Mhm. Et là, je me souviens, dans la ville, il y a eu on a eu l'opportunité de faire la première partie d'un. Putain, c'est marrant à raconter ça. D'un mec qui s'appelait. Oh mince, ça va être terrible, je vais pas me rappeler son nom. Tiefen. Jean-Félix Hubert Félix Ouais, Hubert Félix Tiefen. Merde. Et donc, ouais. Et donc, on monte avec tout le groupe. Donc, alors, le groupe, en réalité, c'était moi avec des machines, un Mhm. copain qui faisait des scratchs, 2 percussionnistes, 2 chanteurs, et puis à peu près 25 mecs du quartier, quoi, je crois. On dirait le documentaire sur DJ Mehdi de la première partie. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Et là, ça se met à jouer, c'est à peu près n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que ça ressemble un peu au punk, en fait. C'est-à-dire que les textes, il faut que ce soit très, très. Ouais. Tu Trash, vois, un peu pas trash. trash, je sais pas, mais ça revendique beaucoup de choses, Mhm. tu vois. Puis la musique, c'est très, très. L'important, c'est qu'on se regarde avec le percussionniste, on est mort de rire, ça fait beaucoup de bruit, c'est super. On descend de scène, on remonte dans la bagnole avec notre matos, et puis là, en fait, on va pour partir, et il y a l'ingénieur du son qui nous court derrière avec toute une bande de técos, et qui arrête notre bagnole et tout. Et en fait, les gars du quartier, ils avaient démonté tous les micros. Ils étaient partis avec tous les micros. Genre, ça allait être super pour nous, pour répéter, tout ça. Donc, ils avaient démonté tous les micros qu'il y avait sur scène. Et la blague, c'était, ils ont des micros Shure. Les Shure, tu vois. Voilà, bon. Parce que Shure, c'est la marque de C'était la micro. marque des micros SHURE. Micro Shure. Et évidemment, moi, je comprenais pas pourquoi ils étaient tellement énervés, les mecs. Voilà, ça c'était le hip-hop. Et puis bon, évidemment, comme le groupe si tu veux, de genre 3-4 potes, c'est devenu 30 personnes du quartier. Mhm. Bon,
Ouais. Tu t'arrivais plus à savoir ce que c'était. Et là, donc, je me retrouve encore une fois avec cette espèce de boîte à rythme et cette basse. Et pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que là, j'ai un pote qui revient de Belgique et qui me fait écouter de la musique. Et on est en 89, je pense. Et je sais plus en quelle classe je devais être. 89, peut-être en terminale, j'en sais rien. Mmh. Et là, il me fait écouter cette musique. Et je dis, waouh, le son qui est dans toute cette musique que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu, qui était assez lente, très répétitive. C'était le son de ma petite boîte à rythme et de la basse qui allait avec. Et donc, cette basse, en fait, que j'avais avec, c'était Roland qui faisait ça. C'est une TB303 et c'est avec ça que toute la musique acid house s'est faite. Putain, c'est vrai, j'avais Ouais. oublié ce moment de l'acid house. Et là, en fait, Acide Oh putain, et, ça- et là, en fait, en Belgique, ils appelaient ça de l'électro-body music, EBM. Et tu avais donc ce truc acide assez lent et en même temps, un truc un peu plus industriel. Et en fait, ça arrivait c'est des enregistrements cassettes de 2 boîtes de nuit qui étaient le Boccaccio et la Villa. Et là, je fais waouh, c'est incroyable. Donc, en fait, on peut faire de la musique tout seul et exister. On n'a pas Ouais. besoin de tout un groupe, tu vois ce que je veux dire. Et c'est génial. Et donc, bon, bah là, ça a ouvert un truc complètement fou de musique. La boîte de la ville m'a pris en tant que DJ. Et puis là, waouh, j'ai commencé à Comment c'était le nom de la boîte? le Richebois. Voilà, Ah, pas mal. tu vois. Ouais, C'était ça le nom de la c'est boîte. pas un nom Donc de là, boîte ringard. non, c'est vrai, c'est pas Ringard, Mhm. c'est pas le président. Bisous à tous les présidents de France. Et là, Et là, donc, si t'es engagé comme DJ, ça veut dire que t'as un salaire? j'ai mon premier salaire. Et tes parents, ils sont comment? Enfin, je veux dire, ils réagissent comment? Enfin, Ça va. Ça va. Ouais. Je crois que mes parents, en fait, ils étaient un petit peu. Alors, ils étaient un petit peu déçus parce que de l'autre côté, au niveau de l'école, c'était chaotique. Mhm. C'était chaotique, mais bon. J'ai quand même fait ma petite première S, ma terminale D. Alors, je crois que c'est quoi aujourd'hui? C'est terminale S? Non, Ça, il n'y a scientifique? plus de ça. C'est quoi Ça la existe science? plus. Ça n'existe plus. Et Maintenant, plus de science? maintenant, le bac, c'est Bac général. bac général et Ok. tu choisis des options. Ok. Ouais, mais nous, c'était voilà, les Ouais. gens qui étaient en S et puis après en D ou en C, Ouais. c'était c'était les meilleurs. Donc, Ah, t'étais quand même je chez sais, les meilleurs. j'avais le bac Ouais, S, moi. mais j'ai quand même passé 3 fois mon bac. Ok, donc Ah oui. Voilà. t'étais les meilleurs, mais J'étais le il t'a meilleur, fallu ton temps. mais avec beaucoup de temps. Et je l'ai passé avec le CNED, puisque évidemment. Bah, au bout de 2 fois, tu. Non, mais j'ai fait que Ah. 15 jours de terminale en D'accord. réalité, de ma Ouais. première terminale. J'espère que ma fille n'écoutera pas ça. Et, Bah, ceci explique peut-être cela aussi. oui, c'est oui, que bien sûr. c'est Ouais, que- ouais. Et oui. Et donc, mais en même temps, en parallèle avec le CNED, je faisais aussi un BTS de commerce international. Ah, Enfin, voilà. j'essayais de tout Ça, c'est faire important. pour déjà continuer à avoir des aides en tant qu'étudiant et pas devenir un mec de. Voilà. Je sais pas s'il faut dire des choses comme ça, mais bon, Si. c'est la vie. Et donc, continuer à faire de la musique. Et puis, évidemment, tout ça m'a amené dans les rave parties. Et alors, Pardon, je suis allé trop vite là. Non, mais j'ai une question sur Ouais. le rôle de DJ dans une boîte. Parce que pour moi, un DJ, il passe les sons des autres. Oui. Donc, c'est ce que toi, tu faisais ou tu composais aussi? Enfin, Alors, parce qu'il y avait 2 étages dans cette boîte de nuit. Il y avait un rez-de-chaussée 2 salles, 2 où ambiances. c'était la discothèque et un premier étage où, en gros, tu avais tous les commerçants de la ville qui venaient boire des coups. C'était un peu plus Lounge. bar, machin. Et moi, j'ai commencé en haut parce que le barman du haut, qui était un copain à moi qui était plus âgé que moi, voulait à tout prix que je mette la musique là-haut. Et j'ai appris beaucoup puisque, en fait, quand t'étais là-haut, c'était plutôt une musique généraliste. Donc, du coup, j'ai découvert des trucs type Zappa, les Rolling Stones, beaucoup de choses que je ne connaissais D'accord. pas et qui n'étaient pas inintéressants non plus. Et là, en fait, ce qui était assez intéressant, justement, c'était de mettre une musique que je découvrais. C'est-à-dire que moi, j'allais écouter des disques tous les jours parce que Ah, c'est ça. Ouais. pour Pour alimenter. pour connaître. Parce pour que connaître, je connaissais pas, moi, cette musique. Et surtout pour que les gens, le soir, fassent la fête. C'était ça qui m'intéressait beaucoup, finalement. Tu sais, comme cette envie de monter sur scène ou quoi, finalement, qu'est-ce qui me plaisait et qui me plaît toujours aujourd'hui, c'est que les gens fassent la fête. Ouais, c'est d'amuser les gens. C'est qu'on soit ensemble. Tu vois, qu'on passe un bon moment. C'est génial. Passons un bon moment ensemble. Et donc, j'ai appris beaucoup. Et puis, finalement, à cet étage,
c'est devenu presque plus la fête en haut qu'en bas où c'était censé être le dance floor. D'accord. Le- Ouais. Ça s'appelle une première victoire. Je sais pas si c'était une première victoire, Ah mais, si, mais quand même. peut-être, ouais, t'as raison. Bah si. Et donc, la suite, c'est que le patron de la boîte m'a dit tu veux pas aller en bas. Et là, je suis allé en bas, et là, j'ai commencé à mettre. À ce moment-là, j'avais mon oncle qui m'avait filé un ordinateur qui était un Atari. Wow. Et donc là, je pouvais commencer à composer des musiques. D'accord. Et donc, j'ai mis mon ordinateur dans cette boîte de nuit. Donc, j'avais des vinyles que j'allais acheter un peu J'allais jusqu'à Lyon, si tu veux. Très belle donc, ville. Tu vois, donc, je faisais beaucoup de kilomètres la Ouais, semaine en voiture pour aller écouter, pour aller acheter des vinyles. Et puis là, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a Laurent Garnier qui montait FCOM avec la FNAC. Donc, c'est les premiers labels français, si tu veux, Ok. de techno, entre guillemets. Parce que oui, sinon pas entre guillemets, de techno. Et moi, j'avais mon ordinateur et je commençais à faire aussi de la musique. Donc, moi, en fait, ce qui me plaisait. Donc, t'alternais, en fait, tu passais de temps en temps tes sons à Ouais, toi alors et les sons. c'était 3-4 dans la soirée. Oui, Hein, des oui, sons oui, vraiment. oui. Et puis j'ai eu envie de faire donc, et puis de là, donc, des rave parties s'organisaient dans la région. Je me suis retrouvé à jouer dans quelques rave parties. Là, j'ai rencontré. Là, on est en 1993. Ok. Là, je rencontre à Valence, dans une rave party, un mec avec qui je m'entends super bien. Parce qu'en fait, à ce moment-là, dans la musique électronique, les mecs, ils avaient plutôt la tête rasée. C'est bizarre, je vous parle encore d'accoutrement plus que de contenu, mais bon, c'est quelque chose qui me parlait, tu vois. Et là, j'ai rencontré un mec qui était habillé comme moi, qui avait les cheveux longs, qui était en cuir, enfin, genre un peu rock'n'roll. Et puis, je m'entends avec lui. Et puis, ce mec-là, il s'est avéré que c'est avec lui que j'ai monté ce groupe d'Axe Riders, donc Cédric, et qui, lui, me dit je suis en train de monter un label à Paris, viens, on vient faire de la musique pour le label. Donc, ni une ni deux, j'ai un de mes potes qui est serveur à Paris, sur la place du Tertre. Je l'appelle, je dis tu me logerais chez toi. Et j'arrive à Paris avec mon ordinateur, mes quelques synthés, dont ma TB303, une boîte à rythme et tout. Et puis, je vois mon pote Cédric qui monte son premier label. Et donc, je vais faire de la musique. Le studio est chez lui. Donc, juste à côté, c'est bien, c'était dans le 18e. Lui était dans le 18e. Moi, j'étais à peu près... mon pote Peter, donc, qui était serveur, chez qui je vivait à peu près à 400 mètres de chez lui. C'était parfait. Moi, j'avais encore ma carte d'étudiant. Alors, à ce moment-là, j'étais étudiant pour devenir prof de philo à Lyon. C'était ça, ma carte d'étudiant. Voilà. Donc, j'avais un peu d'argent de la CAF pour vivre. Et parce que j'avais pas encore 25 ans, hein, donc je pouvais pas être au RMI, tout ça. Voilà. Et faut savoir que j'ai reçu un email il y a 2-3 ans en me disant la CAF qui te demande de rembourser. Qui me demandait de rembourser cet argent de 1993 ou 14, un truc comme ça. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. C'est en me disant tiens, venez vous inscrire, vous avez les droits à des trucs et tout, tu rentres tout. Et puis là, alors aujourd'hui, c'était une histoire, je crois, de 400 francs par mois sur un an. Donc, qui m'ont servi à vivre, en gros. Mais attends, mais moi, ça m'inquiète parce que j'ai touché quand même la CAF pendant... moi aussi, Putain, pendant pas mal de temps. Attends, est-ce qu'on a le droit de parler de ça? Tu vois ce que je veux dire? Et Moi, j'espère j'ai surtout que trouvé le ça Crous- assez hallucinant. Le Crous ne me demandera jamais. 30 ans après. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de... Tu vois, pour des... Enfin, genre sur des viols sur mineurs ou quoi, il y a... Il y a prescription. Mais là, non, il n'y a pas. Là, il n'y a pas prescription. Non, il y a pas. D'accord. Moi, j'ai pas remboursé. Hein. Ils sont endettés à ce point-là. Mais bon... C'est quand même incroyable que ce soit revenu. C'est fou. J'ai fait une petite descente d'organes. Et donc, le studio, il est à côté. Donc, donc on fait finalement, on fait de la musique, mon pote Cédric et moi, puisqu'au départ, il me dit de venir faire ma musique dans son studio. Puis finalement, on fait de la musique tous les deux. Et alors, on commence à faire des titres. Et puis on se dit, tiens, il faut qu'on me donne un nom à ce projet quand même. Et là, il y avait 2 trucs. Soit on s'appelait Les Cheveux, puisqu'on avait les cheveux longs. C'était pas génial. Mais tous les deux, on roulait dans Paris avec des Dax. Et là, on se dit, tiens, Dax Riders, conducteur de Dax. C'était très rigolo, parce que le rider, normalement, nous, au départ, c'était une super blague, hein, ce groupe. Hein, c'était
comme tout le reste. Hein. C'est-à-dire que normalement, le rider, au départ, c'est censé être un mec, tu sais, un peu alpha mâle, en macho, en Harley, tu vois, tout ça. Là, c'est une moto qui fait à peu près 50 cm de haut, tu vois. Donc, on trouvait ça très, très rigolo de faire les riders. Hein. Et puis, la musique était un peu du même niveau que la rigolade du reste. Et on sort notre premier disque en 1994. Là, alors là, je vous raconte une anecdote complètement dingue. Moi, à ce moment-là, ça fait quelques mois que je suis à Paris. Et j'ai dans l'idée de partir vivre au Mexique parce que j'ai un de mes potes parisiens qui est photographe et qui part vivre au Mexique. Et moi, évidemment, Paris, c'était pas une finalité. Hein. Paris, au départ, c'était une petite escale pour venir voir mon pote Cédric, pour éventuellement faire un disque de house, un 45 tours. Mais après, file au Mexique. Le Mexique ou ailleurs. Mais ça me plaisait bien, le Mexique, je trouvais ça pas mal. Et on est au début des années 90. En fait, c'était trop dangereux, mais je trouvais ça vraiment cool. Et sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas encore trop les ronds pour y aller. Donc, je me dis, bon, je vais bosser un petit peu. Donc, je fais un peu de machinerie sur des clips, parce que j'ai des potes qui me mettent là-dessus. D'accord. Et je fais aussi des ménages. C'était assez marrant chez la fille de Roland Petit et d'Izzy Jeanmaire. Je fais des ménages chez elle. Et donc, je mets un peu d'argent de côté en me disant, bon, je vais partir au Mexique. Et là, je suis invité parce que je rencontre plein de gens à Paris, parce que tu rencontres plein de gens à Paris quand tu as 20 ans, tu vois. Et je me retrouve à l'émission de Nagui, la brosse à dents. C'est un truc complètement fou, hein, tu vois ce que je veux dire? Complètement fou, je me retrouve. N'oubliez pas votre brosse à dents. Donc, n'oubliez pas votre brosse à dents. Et parce que le régisseur général me dit, viens ce soir. Il savait que j'étais un peu un galérien, que c'était un peu dur. Il me dit, viens ce soir. Je dis, qu'est-ce que je veux faire? Il fait, non, mais viens. Et puis, il veut pas me dire pourquoi. Et donc, l'émission se déroule. Elle se passe très, très mal, l'émission. Tous les invités partent en couille, ça casse à moitié le décor. C'est très, très flippant. Bon, tu regardes tout ça. Et là, à la fin de l'émission, on apprend que tout le monde a gagné. Et parce qu'à l'époque, le principe de cette émission, c'est que quelqu'un gagnait et partait tout de suite en voyage. Ah oui, c'est ça. Ouais. T'arrivais avec tes bagages. Je me rappelle, et c'est pour ça qu'il fallait prendre sa brosse à dents. Exactement. Oui, c'est ça. Il partait en Tunisie, trucs comme ça. Exactement. Ouais, c'est très souvent Djerba. Parce que c'était pas cher. Voilà, tu l'as dit. Et là, en fait, Nagui fait, bon, allez, on vous le dit, en fait, on faisait le tournage de l'émission du 1er avril et c'était que des comédiens qui étaient là ce soir. C'est pour ça que c'est... Donc, et donc, du coup, évidemment, là, de tous les gens qui ont participé, on va pas en faire gagner quelqu'un, en fait, parce que c'est tout le public qui part ce soir. Et hop, là, 2 bus qui attendent, et on prend, et tout le monde a Djerba une semaine. Donc voilà, là, c'était plutôt bien, parce que je suis parti de là-bas. Et puis, je rencontre des gens sur place, et je me dis, dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, ce truc est tellement fou que... Alors, si... Je vous raconte un truc complètement dingue, mais... Si quand je reviens à Paris, il s'est passé quelque chose d'encore plus incroyable, je vais arrêter je vais devenir plus sérieux, donc je vais un peu arrêter de boire, de fumer, de faire n'importe quoi, voilà. Et puis je vais me mettre sérieusement, vraiment à faire de la musique. On rentre à Paris, et là, Cédric me dit, tiens, t'as vu ça? Il me montre. Est-ce que c'était New Look? Je crois que c'était New Look ou un truc comme ça, où à l'intérieur, il y avait un petit top 5 de la musique, du top 5 de la musique électronique, dans lequel il y avait Laurent Garnier, tout ça, et numéro 1, notre disque Dax Rider. Wow. Et là, je fais, ça ne voulait pas dire grand-chose, hein, tu vois ce que je veux dire? Parce que, je veux dire, à l'époque, un disque qui vendait énormément en vinyle, c'était 4000 copies. Tu vois, ça, c'était genre le top du top du top. Nous, je pense qu'on avait fait 1000 copies à ce moment-là, mais c'était énorme. Et là où, évidemment, les gens de la chanson française vendaient par centaines de mille. Nous, pour nous, c'était énorme de faire ça, puisque c'était du vinyle, c'était déjà du CD pour les autres. Et donc là, je me dis, bon, il y a un signe. Et pendant 1 an, j'ai plus bu, plus fumé, plus mangé de viande. L'esprit, oh mon minou. Ah ouais, carrément. Parce que j'avais été dégoûté d'une carcasse de poulet aussi, certainement, un jour. Et je suis devenu hyper sérieux. Et je me suis mis à faire vraiment de la musique. Et c'est là où on a fait beaucoup de titres avec Dax Rider, ce qu'on n'a pas sorti. Qu'on a fait. D'accord. Et je me suis mis à bosser pour d'autres gens dans la pop française. Et à faire des arrangements et à gagner ma vie de la musique, tu vois. Ok.
Et donc, quelque part, j'étais un peu le mec étrange qui fait de la musique avec une souris et puis donc, je me Mais retrouvais dans des studios à faire donc des arrangements. des arrangements Donc pour, ça veut dire quoi concrètement? Parce que j'ai du mal à percevoir moi ce que c'est. concrètement, je pense que les gens, eux aussi, avaient du mal à comprendre ce que je faisais, mais on me faisait venir et puis on me mettait en synchro avec des guitares, des trucs que moi je faisais, genre des machins comme ça, tu vois, qui venaient se mettre par-dessus la musique, mettre des loops de batterie, je trouvais D'accord, ça ok, assez ouais. délirant, mais je pense qu'à ce moment-là, ils avaient tous une attirance vers ce genre de choses. Et puis à ce moment-là, il y a quand même un disque qui commence à faire parler de lui, qui sort en début 1995, qui est le premier maxi des Daft Punk, avec Daft Punk et Rollin' and Scratchin', et qui commence à marcher fort, pas que dans Ouais, les rave parties, mais dans les clubs. ok. Et là, tu as des gens qui commencent à s'intéresser à toute cette musique. Et, et puis en 1996, tu as Universal qui sort une première compilation. C'est Philippe Laugier qui sort cette compilation. Et il va chercher un peu chez les Français les gens qui pensent intéressants pour faire une première compilation, une première mondiale, une compilation de musique électronique française sur une major compagnie, donc chez Universal. Et donc, ça s'appelle French Touch. Future Sound of Paris, il appelle ça. D'accord. Puisque je crois qu'à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Future Sound of London, mais là, il appelle ça, je crois, Future Sound of Paris, si je me rappelle bien. Et on ne parle pas encore de French Touch, exactement. Ça s'appelle Future Sound of Paris. Et sur cet album qui sort en 1996, tu retrouves Chris de French Kiss, qui est devenu Bob Sinclair après. Tu retrouves Philippe Zdar, qui devient Cassius. Il y a... En fait, il y a pratiquement toute la French Touch là-dessus, du moment. Donc, 17 titres. Et le dernier titre, c'est Dax Riders, qui est encore une espèce de blague, puisque à cette époque-là, tout le monde fait des titres de 6 minutes. Et nous, je crois qu'on colle un titre qui fait même pas 2 minutes dessus. Un truc comme ça. Et on termine cette compilation. C'est génial d'être dessus. Et c'est génial d'être dessus. Nous, ça nous fait encore une fois marrer, tu vois, d'être sur ce truc-là. Et ce qui se passe, c'est que les Daft, ça commence à cartonner tellement fort que... Alors, ça commence à cartonner tellement fort, surtout pour les gens qui savent, hein, parce que, en réalité, l'album Homework n'est pas encore sorti, mais quand même, nous, on sent à Paris qu'il se passe un truc assez fou, tu vois. Et cette compile m'a fait le tour du monde, et puis là, tu as un peu toutes les majors du monde qui ont que cette référence pour aller signer des groupes, sachant qu'ils se disent, il se passe un truc en France. Voilà. Et évidemment, le Daft Punk sort, c'est un carton, comme on sait, qui est énorme, Round the World, tout le bordel, tu vois, c'est 1997. Et là, le téléphone de tous les mecs qui étaient sur ces compilations sonne. Ouais, parce que tout le monde va avoir son Daft Punk, quoi. Exactement. Son succès, ouais. Et alors là, nous, on se dit, oh, c'est trop marrant. Et là, il y a une nana qui était super, d'ailleurs, BMG, à New York, qui vient en France pour nous rencontrer, qui va à tout prix nous signer. On dit, waouh. Mais nous, on n'a pas d'avocat, on n'a même pas les moyens de se payer un avocat. Enfin, on n'a rien du tout. Et puis avec Cédric, et alors il y avait aussi évidemment Nico, mon pote, on est le troisième qui était avec nous parce qu'on faisait aussi de la musique ensemble. Et là, on se dit, waouh, c'est quoi cette histoire? Et puis il nous propose de l'argent, hein. Tu vois, à l'époque, c'était 500 000 francs donc, pour signer. Ça, c'était les 75 000 euros. Ouais, mais c'était 500 000 francs, donc Non, c'est pas 75 000 euros. Non, c'était pas 75 000 c'est- euros. Ouais. c'est- Pour te donner une équivalent idée, avec de- 500 000 francs, t'achetais un bel appartement à Paris. Oui. Bon. Aujourd'hui, D'accord. t'achètes Ouais. avec 500 Alors, 000 c'est pas euros un bel 75 000 Ouais, non, euros. c'est pas 75 000 euros. Tu vois, non. ça Vraiment. ressemble plus à 500 000 euros qu'à 500 000 francs. Non, ouais. C'est pas vraiment ça. On va dire, Attends, c'est vous quand même êtes en 200... ancien franc? Vous êtes en ancien franc, peut-être? Non, Non, on n'est pas Non, dans ça, mais je t'assure, plaisante. 500 000 francs, Oui. à cette époque-là, c'était énorme. Pour te donner une idée, tu louais un studio à Paris avec 2000 francs par mois. Donc, Ah ouais, ok. tu vois, dans le 18e, hein, tu vois, sur Mhm. la butte, quoi. Tu loues un studio Donc 2000 francs, c'est Et- équivalent. et t'achetais, et ça, je peux 300 euros, je peux te le dire, t'achetais ce qui est pas le cas. pratiquement au même moment. En réalité, c'était 3 ans après, donc avant quand même qu'on passe à l'euro. Le propriétaire de l'appartement dans lequel on était, au boulevard de Clichy, donc à Place Pigalle, nous vendait l'appartement qui faisait 94 mètres carrés
786 000 francs. Ah ouais. Ouais. Tu vois, Bon, on est à 1 là, en million fait, d'euros vraiment. aujourd'hui. C'est complètement débile, ça ressemble plus à rien, hein, tu vois, mais parce qu'on peut pas comparer comme ça. Mais Oui, mais c'est vrai que 500 000 francs, c'est pas tu faisais 75 000 euros avec réellement 500 000 aujourd'hui, francs, quoi. tu vivais un an, mon pote. Mm. Mais avec invité tous tes potes au resto. C'est ce qu'on a fait. Hein, Et vous d'ailleurs, avez on a tout accepté? claqué Et comme ça. d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait. Mais comme nous tous, Olivier, comme nous tous. Mais bien sûr, on en a fait des soirées chez l'ami Louis où on dépensait beaucoup trop d'argent. Mais on n'avait tellement pas les moyens. Mais non, mais bah on oui. était tellement débilous. Oui, oui, Et bien sûr. on était même plus si jeunes que ça, mais on continuait Non, à bah avoir là, c'est 14 ans. Quoi. Avec l'argent, on Bah est. oui. Et là, on arrive vers nos 30 ans. Mais bon, Ouais. juste auparavant, si tu veux, à ce moment-là, on se dit avec Cédric et tout, montons un label, puisqu'ils nous proposent tous de l'argent, et puis vendons-leur notre album. Mm. Mais c'est quoi notre album? Eh bien, c'est tout ce qu'on avait enregistré pendant toutes ces années en déconnant, qu'on a compilé sur un CD, et on a dit, voilà, c'est ça notre album. Donc, 23 titres, complètement loufoques, Ouais. mais c'est devenu notre premier album. Mais nous, on n'avait plus rien, puisqu'à cette époque-là, on n'avait même pas de quoi acheter des disquettes pour faire des sauvegardes. Donc, en gros, on enregistrait nos titres sur des DAT. Des DAT. Et oui, alors des DAT, c'était des digital audio tapes. Et avec Ok. ça, tu pouvais fabriquer des disques à l'époque. C'était une espèce de matrice pour fabriquer un disque derrière. Mais nous, on enregistrait ça, on n'avait aucune partie séparée. On n'avait rien. Puisque nous, quand on finissait un titre, on en redémarrait un autre sur la même disquette. Ouais. Bien sûr, on n'avait même pas de quoi Mm. acheter les disquettes. Donc, du coup, donc on avait juste ces enregistrements sur ces cassettes qu'on a transformés en CD. Et puis, on a fait fabriquer des vinyles. Et puis, on a pris cet argent. Et puis, on a monté notre label. Et on est parti au resto. Et on a fait la fête. Et c'était génial. Et on nous a proposé de faire des concerts. Et on est parti faire des concerts pendant 2 ans, je crois. On Ah a ouais. fait le tour du monde. Mm. Ah, génial. Et c'était merveilleux. Et puis, au bout de ces 2 ans de concerts, de fêtes, de machin, on n'avait plus un rond. Quand je dis on n'avait plus un rond, il nous restait 1800 francs sur la boîte pour 3 ouais. personnes. Voilà. Et là, c'était waouh, on fait quoi? Et on se dit, bon, on va pas. Parce que pendant toutes ces tournées, tout ça, on avait commencé des nouveaux morceaux, puisque nous, sur scène, il faut savoir que comme on n'avait justement rien sauvegardé de ce premier album, quand on montait sur scène, on improvisait sur ce qui ressemblait au titre de ce premier album. Tu vois, c'était à peu près ça, puisqu'en plus, c'était même pas vraiment En fait, des c'est chansons. comme quand tu étais en 5e et que tu pensais faire. Les Sex Pistols, exactement. Et là, Voilà. tu pensais faire les Dax Et là, tu Riders. pensais faire le premier album des Dax Riders. Et je te jure que c'est vrai. Hein. Et donc, et je vous donne encore une astuce. Comme on n'était pas très, très, très bon en solfège et tout ça, on s'était rendu compte que toutes les notes noires des claviers, si tu joues que sur les notes noires, tu fais jamais de fausses notes. Donc, en plus, on a joué pendant 2 ans que sur des notes noires. Tu vois. Comme ça, au moins, c'était et t'entends se regarder, on disait, passe un peu sur les notes blanches. Hop, c'est pas terrible. Hop, on revenait sur les notes noires. Voilà. Donc, on a joué vraiment comme ça pendant 2 ans. Et on a joué vraiment partout dans le monde. C'est assez marrant. Les concerts, vous gagnez de l'argent? Oui, qu'on dépensait aussitôt. Aussitôt, ouais, bah oui. d'accord. Oui, non, à la fin, quand je te dis, il restait, c'est 1700 ou 1800 francs. C'est francs. Hein. Donc, Ouais. ça fait quoi? Ça fait 300 euros Ouais, à peu près. pour 3 personnes. Pour tout un avenir. et donc, évidemment, avec le temps, puisque en étant sur scène, ça va ressembler un petit peu au début de ma vie. Ce qui était important, c'était de faire danser les gens. Et ça, on est arrivé parce qu'on arrivait même à faire... On a fait une fois un concert à Montpellier qui a duré 4 heures. Où en fait... c'était à la Villa Rouge, je crois, ça s'appelait. C'était un club gay de Montpellier. Il y avait un seul toilette, d'ailleurs, un peu pour tout le monde. Voilà. Et en fait, je voyais Cédric qui me tapait sur l'épaule. Donc Cédric, mon pote de Dax Riders, c'est Cédric et Nicolas, qui me tapait sur l'épaule et qui me fait regarde, lui, il gérait un peu les boîtes à rythme, moi, je gérais un peu les samples. Nico, il jouait de la talkbox. Et la talkbox, c'est une espèce de voix vocodée, un petit peu, pour faire simple. Et il faisait un peu des leads, donc des mélodies de synthé par-dessus. Et il me tapait sur l'épaule, il fait gère. Et il partait, je le voyais traverser toute la salle pour aller pisser, parce qu'évidemment, 4 heures de concert, c'est très long. Tu vois. Et donc, je le voyais partir, puis je le voyais revenir. Et tout ça, genre avec
je pense, l'équivalent d'une douzaine d'ébauches de morceaux préparés. Je jouais 4 heures, Ouais. tu vois. Et les gens dansaient. Et Bah, c'était ouais, super cool. c'était ce qui te Tu plaisait, vois, donc toi. c'était de l'improvisation. Mais avec toutes ces improvisations, on avait développé des routines. Mm. Tu vois, Ouais, bah, et tout ça, ça faisait quelque part. On s'est dit, mais tout ça, faut que ça en fasse un album, quoi, parce que c'est quand même super con. Mais alors, on n'a plus l'argent pour produire cet album. Ah ouais, bah ouais. Donc, bah, j'appelle mes parents et je dis, hop, retour dans le sud de la France, dans le garage. Et donc, à manger avec mes parents à table le midi, avec les copains, les 3 copains. parce que là, la maison Tu de mets la disques. table, tu débarrasses. Ah, mais il n'y a plus de maison de disque. C'était nous déjà la maison de disque, en fait. Oui, oui. Alors, Mais oui. vous Ah non, pouvez eux, pas, alors vous oui, pouviez la pas maison de refaire disque, nous. la même opération, revendre. Alors, non, parce que là, on n'avait rien. Pour l'instant, on n'avait rien enregistré. Ah ouais, ok. Et puis, Ah oui. au-delà de ça, la Faut maison enregistrer avant de de vendre, disque, on s'est évidemment. rendu compte très rapidement. Et nous, on ne savait pas, hein, parce qu'on a signé. Et puis, donc, on a pris l'argent. Et puis derrière, il y avait évidemment quand même un budget promo, tout ça. Mhm. Et en fait, la maison de disques nous fait, allez, on part tous à Miami. Ouais, nous, on part tous à Miami, c'est super. Winter Music Conference, c'est un festival qui est là-bas. On va vendre votre album au monde entier. Super. Et puis, on part 15 jours là-bas avec la chef de produit de l'époque qui s'occupe de nous. Et puis, et vas-y, les restaurants, on invite des gens de radio de là-bas et tout ça. Super. 10 jours de fêtes folles. Et puis là, on revient en France. On passe faire des petits concerts à New York quand même, parce qu'on avait un tourneur qui s'était mis dans la boucle et qui, lui, nous a jamais lâchés, d'ailleurs, qui est toujours aujourd'hui un super ami et qui a beaucoup investi pour nous, pour continuer à nous faire des concerts. Hein, parce qu'en gros, si tu veux, 15 jours après la sortie de notre premier album, donc chez Warner, finalement, parce que c'est là où on avait signé, on est parti à Miami. Et puis un mois après, on est rentré en France et on fait, bon alors, on fait quoi avec Warner? Et le mec, il fait, bah ça y est, on a cramé tout le budget promo, c'est fini, nous, on ne vous doit plus rien. Et là, tu fais, mais comment ça Eh bah oui, la fille, là, qui a fait tout des restos. Elle était dans un hôtel de ouf, nous, on était dans un appart miteux. Enfin, qui n'était pas miteux en réalité, mais bon, on était dans un appart, nous, à Miami. Elle était dans l'hôtel où ça mange des glaces dans un film que j'aime pas. Et mon ami et moi, tout ça, tu vois. Et ça vous dit rien? Non, bah, Non. c'est un film, qui est un peu culte peu dans le hip-hop. Tu sais, où avec des parrains, tout ça. Voilà. Scarface, tout ça, tu vois. À l'hôtel. Ah ouais. Ouais, tu vois, à l'hôtel Fontainebleau. Ah oui, ouais. oui, Donc ça y est, tout me revient. Elle était là, et on a fait un concert, hein, d'ailleurs, sur cette terrasse, là où lui, il mange un ice cream avec son Ouais. ami, tu vois. Oui, sans papaya. Voilà, exactement. Qui est pour moi un désastre pour les gens n'ont vraiment pas compris ce film. Parce qu'en fait, c'est pas génial, hein, ce qui se passe pour la vie de ce mec. Non, c'est pas Totalement. génial. Ouais. Oui, mais on peut pas blâmer Brian De Non, Palma on sur peut ce pas. coup-là, Non, non. parce que lui, par contre, Bah, ce qu'il filme, c'est tout sauf une héroïsation. Exactement, ouais. Il monte un mec On est d'accord. qui est misérable au début et qui l'est à la fin et qui a tout perdu en chemin, Ouais. y compris son meilleur pote, Ouais. avec qui il bouffait des glaces. Exactement. Et son cerveau et Son cerveau, Enfin, ce qu'il a essayé de construire de famille, voilà. arrêtez d'idéaliser ça. Oui, mais ça, c'est pas la faute, je répète, ça n'est pas la faute de Brian De Palma. Ouais, Exactement. ouais. Donc voilà. Et puis ben voilà, donc on se rend compte que le budget. Il est Et nous on passé en fait, chambre mais d'hôtel. attendez, nous on aurait voulu maîtriser, on aurait voulu faire d'autres choses. Eh ben, fallait prendre un avocat, connard. Ouais, exactement. Est-ce qu'on n'avait pas les ronds Oui. à ce moment-là? Ouais. Et donc on rentre en France, et ben il y a plus d'argent, mais on Donc, fait tous voilà. ces concerts quand même parce que on a un ami tourneur qui nous fait tourner pendant très longtemps. Et pendant tous ces concerts, il y a toujours un mec qui dès qu'on n'est pas loin de Paris, vient à nos concerts et qui termine genre au dernier moment avec nous, parce que quand même nous on fait la fête fort, hein, tu vois ce que je veux dire. Là, je suis revenu un tout petit peu en arrière dans l'histoire, parce que je suis revenu avant qu'on parte chez mes parents. Ouais, Tu vois, mais c'est donc je c'est reviens ma un faute, petit peu c'est en moi arrière. qui ai demandé. Et pendant toute cette tournée, il y a un mec qui est là, qui est tout le temps en train de faire la fête avec nous de ouf, et qui termine toutes les bouteilles avec nous jusqu'au petit matin, et qui est un grand gaillard, un peu une espèce de rugbyman, et qui est trop marrant, qui s'appelle Olivier comme moi, et qui vient souvent à nos concerts. Je vais arrêter là, puis
On termine notre tournée, mais c'est important que je vous le dise, Ouais. ce truc-là, parce que vous allez voir, il va revenir dans l'histoire. On part chez mes parents, on est dans le garage, on mange à table, on débarrasse la table comme si on était des gamins. À ce moment-là, on a quand même 27 ou 28 ans. Mais bon, et pendant 3 mois, on enregistre tout ce qu'on a fait pendant tous ces concerts Ouais. dans le garage de mes parents. Et on enregistre tout ça. Et puis, donc, genre de mars jusqu'à l'été. Euh, on revient à Paris. Alors, Cédric, lui, il avait un appartement à Paris. Nico aussi. Moi, j'en avais plus. Donc, je me remets à squatter un petit peu à gauche, à droite. Mais bon, c'est cool. Et à ce moment-là, il y avait un fax chez mes parents. C'était assez incroyable. On reçoit un fax comme quoi, en fait, Warner est d'accord pour nous rendre notre contrat. Donc, on est libre. Ok. Tu vois, et on est en été 2000. Voilà, on est au mois de juin 2000. On est libre. On n'a plus de contrat avec Warner. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, on retourne à Paris, comme je disais juste avant. Et on fait la fête. Hein. On sort dans des trucs. Je sais plus si on a des dates de concert ou pas. Je crois que non. Je crois que les gens commencent à nous oublier un petit peu. Et on est sur une fête sur le canal Saint-Martin, dans un club dont j'ai oublié le nom, qui était sur le canal Saint-Martin. Et on fait une fête mais complètement barjot, où on se retrouve avec ce mec qui venait à tous nos concerts, donc le espèce de Olivier. rugbyman, là, Ouais. tu vois, et qui est là, oh, les gars, mais vous faites quoi Alors on dit, bon, venez me faire écouter l'album, je travaille chez Universal. On fait, ah, ok, d'accord. Bon, lui, à mon avis, il trie le courrier chez Universal, parce que vu dans l'état dans lequel il se met, mais bon, allez, allons le voir. Venez demain, il est 6h du matin, on est en croix. Et genre demain, quoi, à 10h. Bah non, donc dans le temps de prendre une douche, quoi. Et le mec, il est ravagé, ça le fait rire et tout. Donc bon, on y va. Et là, on arrive et on tombe sur le mec. Et là, le mec, il est genre Costard. clean, pas costard, mais genre clean. Jamais tu te dis Pas que de ce mec-là... vomi sur Non, le rien, front, pas. rien. Ouais. Tu sais, l'arrêt comme ça, genre... Il y a pas un string qui sort de sa poche. Enfin, ouais. rien. Non. Et là, le mec nous fait, voilà, j'ai repris la structure marketing d'Universal. Et bon, nous, on savait qu'il venait à tous nos concerts. Et j'ai envie de monter un nouveau label. À l'époque, Pascal Nègre est le patron de la maison de disques de Universal. Et il dit, j'ai envie de vous signer, qu'on fasse quelque chose et tout. Ouais, de toute façon, franchement... Rien à perdre. Ah non, tout a gagné. Là, je vais te dire, ouais, s'il te plaît, signe. Ouais. Et puis, belle avance, machin, tout super. Allez hop, c'est reparti. Il remet de l'argent pour refaire la fête. Et donc, on signe chez Universal Fou. avec cet Olivier. Et puis là, on est reparti pour 2-3 ans de tournées, de fêtes, de genre, allez hop. Et là, tu sais, ce qui est très, très, comment dire, je sais pas si c'est pervers, mais c'est que toi, à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, ça y est, c'est bon, moi, ma vie, le robinet, il se fermera jamais. C'est-à-dire, en gros, s'il s'est ouvert une deuxième fois, il n'y a aucune raison pour que... Ouais. Ça y est, là, on est parti, tu vois. C'est-à-dire que là, en plus, cet On Olivier... n'était quand même pas les truites les plus oxygénées de la rivière. Peut-être. Ouais, non. Ouais. Ouais, non, vraiment. Et quelque On part... avait on avait reçu, toi comme moi, ou je pense à Domi aussi, notre autre pote, on n'a pas eu d'éducation. Il y a bien un truc que nos parents nous ont pas appris, c'est une éducation quelconque sur l'argent. Ouais. Et pourquoi pas, finalement? Ah, bah, de toute façon, non, mais pour qu'on soit aussi inconscient, il y avait quand même un truc de... Ah oui. Ah bah oui, là, il y en a, vas-y, on y va, quoi, tu vois. Genre, et là, bon, bah, évidemment, non, c'est pas évidemment, mais là, à ce moment-là, on fait un single. Donc, nous, alors, un single, des singles, on en fait tout le temps, mais là, un qui fonctionne. C'est-à-dire que, habituellement, on faisait nos musiques. Il y avait Radio Nova qui a toujours été là pour nous. Super radio. Depuis le départ. Parce que c'est une super radio. Parce que C'est c'est une une super super radio, radio. Radio Nova. Ouais. Vive Vraiment. Radio Nova. D'ailleurs, qui nous re-rentre en playlist là, C'est vrai là en janvier 2025. Mais non bah oui. Je vais peut-être- J'ai fait la capture d'écran. Mais ça veut dire que je vais peut-être pouvoir, à un moment dans l'émission, lancer Alors, c'est le remix de Serge Gainsbourg, No Comment, qu'on avait fait pour les 10 ans de sa mort, donc en 2001, je pense. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai vu un communiqué de Nova le 12 janvier
qui parlent de nous en disant qu'on a fait un truc super. Donc voilà, voilà. Donc Nova qui a toujours été là, FG qui aurait dû toujours être là pour nous supporter, puisque évidemment, donc ça a toujours été un peu étrange FG. FG, c'est quoi? Pardon? C'est quoi FG? FG, c'est une radio à Paris. Ok. De musique à l'époque, c'était vraiment une musique de musique électronique. C'était costaud pour les gens. C'était le truc qui recevait fête, tous les DJ. C'était vraiment la musique. Ok, je croyais que c'était une maison la musique la musique de ce mouvement. Tu vois. Il y avait deux choses à l'époque. Il y avait un truc qui s'appelait des soirées respect à Paris, qui donc te validait, et FG. Tu vois. Alors les soirées respect, Cédric a eu la bonne idée de sortir avec la femme d'un des organisateurs. Donc nous, on n'a jamais été respectés. Oui, c'est pas les truites les plus oxygénées de la rivière. Oui, puis toi, tu connais Cédric, en plus, quand il pousse le bouchon beaucoup trop loin, je pense que il est venu taper, je crois, en pleine nuit chez toi. Oui, chez moi. Ouais. Mais c'est pas pour moi, on était en coloc. Oui. Et j'ai bien entendu. Et de l'autre côté, je sais pas, FG, qui nous a toujours soutenu bizarrement, parce que je crois qu'ils pensaient qu'on était plus un groupe de rock ou de hip-hop. Oui, mais parce que si les gens ont la curiosité d'aller chercher sur Internet des photos des trois gars, les Dice Riders. J'ai cherché. Oui, tu vois, dans les cheveux, les vêtements. J'ai cru que c'était un groupe de rock. Voilà. C'était pas la musique qu'ils faisaient, mais leur apparence, c'était celle-là. Et donc, premier single de cet album qu'on a signé chez Universal, qui s'appelle People, qui a été en gros celui qui a marché le mieux en France de notre carrière, sort. Et puis donc évidemment, à ce moment-là, vu qu'on est un groupe électro qui fait encore des rave parties et tout ça, même si les rave parties, ça commence un petit peu à devenir des trucs un peu moins sauvages qu'à l'époque, beaucoup plus organisés et tout ça, ce titre-là sort. Donc évidemment, on l'envoie en tout premier, donc c'est en 2000 ça. On l'envoie à FG, qui s'empresse de jouer le remix de la phase B. Et c'est pas grave, tu vois, c'est très bien, mais donc il le joue très peu, mais il le joue quand même. Et de l'autre côté, t'as Nova qui joue notre single machin. Mais bon, Nova, ils ont le pouvoir qu'ils ont, mais c'est pas grave. Eux, toujours aussi fidèles, pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est que t'as Fun Radio qui commence à le jouer, et puis Énergie. Et puis alors là, quand Énergie arrive, on est au printemps de 2021. Et alors là, comme par hasard, FG se met à jouer la face A en disant que eux, ils le jouent depuis des... Ce qui n'était pas vrai. Ils jouaient la face B. Ce qui n'était pas vrai, tu vois. Mais justement, ça, le poids des radios, c'est très important. À cette époque-là, tu achètes une maison avec Énergie si Énergie rentre ton titre, tu t'achètes une maison. Parce que tu vas vendre ou parce que tu vas paye pour te diffuser? Ah non, parce que déjà, quand tu es diffusé à cette époque-là sur Énergie, tu gagnes énormément de droits d'auteur. D'accord. Et parce que tu vends donc du coup aussi énormément de disques. Énormément, ouais. Parce que l'influence des radios, il n'y avait pas d'internet. Tu vois, il n'y avait rien du tout. Donc en gros, ce que tu écoutes, c'est ce qui se passe à la radio. D'accord, ok. Et quand pendant 12 fois par jour, tu entends ton titre sur la radio la plus écoutée, je ne sais même pas si c'était pas au monde carrément, parce que je sais que à cette époque-là, quand il y avait les Energy Music Awards, je peux te dire, il y avait Madonna, il y avait tout, ils venaient tous. Là, comme par hasard, ils venaient. Hein. Parce que ça représentait. Là, ça venait, les Américains. Il y a même Prince qui aurait pu venir, si ça se trouve. Je sais pas, pas Prince. Lui, il est incorruptible, magnifique, merveilleux, tu le sais bien. En plus, c'est vrai, il est déjà pas venu à We Are the World. À mon anniversaire. Il n'est pas venu à mon anniversaire. Il n'est pas venu à l'enregistrement de We Are the World. C'est pas pour venir au Energy Music Awards, c'est vrai. Donc jackpot. Jackpot, truc complètement incroyable. C'est-à-dire que nous, on passe en 3 semaines d'une rave party au château de Kerriollet qui était superbe, hein, vraiment une grosse fête, qui a été hyper importante pour nous, puisque c'est grâce à ça qu'on s'est retrouvés sur la pelouse de Reuilly à faire la technoparade en headliner sur M6 et tout. Enfin, genre, tu sais, nous, on est passé en rien de temps, de rien le garage à tout, quoi. Le garage de tes parents. Du garage à genre... les rois du monde. Attention, vraiment. Vraiment. Et là, on passe donc de rave party où on joue notre musique en live, donc toujours à peu près, hein, avec toujours en touche noire. les touches noires et tout, voilà,
à vous partez en Tunisie faire une télé pour Fun TV, un truc comme ça, tu vois. Waouh, c'est quoi, tu vois, c'est quoi? Et puis là, tu te retrouves avec des trucs, tu sais, Ça, c'est fou. un truc que tout ce qui passe sur ces radios Mm. que tu sais pas, tu te retrouves avec les gens qui sortent du loft, Loana, machin. Et Ah j'ai les oui, photos, ouais. tu sais, j'ai les photos et tout. Et, et c'est un nouveau monde. Des filles avec des plateformes shoes, des crop top roses, Des plateformes ça. ouais, des plateformes partout. Et waouh, un monde. Et puis là, tout à coup, bah, tu joues en playback. Alors que nous, on n'a jamais joué, on sait même pas ce qu'on jouait. Et là, tu fais waouh, donc ok, donc on a fait, je sais pas si toi t'as connu, mais Charlie et Lulu, Bien Hit sûr. Machine. Hit Hit Machine, Machine. Hit Ouais. Machine, ouais. Ça, c'était full playback. Hein. Bah oui, bien sûr. Bah ouais. Et là, tu te retrouves, c'est un monde complètement fou. Beaucoup d'argent qui arrive. Rebelote les restos, Ouais, ouais. rebelote la fête, rebelote pas les économies. Exactement. Donc, Ça a tellement bien marché la première fois, on va le refaire. on l'a refait. Et donc, tout l'été 2021, c'est n'importe Pas quoi. 2021. 2001. 2001, pardon. Ah oui, merci. Oh, Tout je l'été suis- 2001, c'est une fête incroyable. Ah, génial. Notre album sort fin août 2001, ce deuxième album donc. Et il y a déjà eu pas mal de promos qui s'est faite un peu partout dans le monde, et notamment avec un autre titre qu'on a sur notre album qui s'appelle Real Funky Time, qui est numéro 1 à Chicago. Enfin, je sais plus ce qui se passe exactement. Donc là, évidemment, vu qu'on n'a toujours pas d'avocat, je me retrouve au téléphone la nuit à discuter avec des mecs qui m'appellent de Los Angeles pour me dire comment vous voulez faire la promo sur telle radio. Waouh, je sais pas. Et c'est genre, tu fais ouais, ok, tu sais pas. Ouais, tu vois. tu gères des trucs que tu maîtrises pas totalement. Mais là, tu gères que dalle en fait. Tu fais, Mm. tu juste essayer d'avoir un peu d'attitude pour faire genre, t'as vu, je contrôle, mais non. Et on nous dit, bon, alors voilà, vous allez partir en tournée, une grosse tournée. On reçoit nos permis de travail pour les États-Unis. Enfin, tu sais, genre sur le passeport, là, tu fais waouh, super. Enfin, on devient américain, tu vois. Genre, ça voulait dire quelque chose à l'époque, devenir américain, Bah oui. tu vois. Ouais. Ouais, pas la même chose qu'aujourd'hui. Non. Mais rappelez-vous, hein, on est en été 2001. Mm. Et on nous dit, voilà, donc la tournée, il y a un mec qui adorerait vous accompagner sur scène, être votre guitariste sur scène, parce que ce serait bien qu'il y ait des invités en plus. Ouais, ok, cool. Et d'ailleurs, on va vous envoyer, il a fait un remix de ce titre, Real Funky Time, et il demande s'il peut poser un rappeur dessus. Ouais, ok, d'accord. Et on reçoit le remix de ce mec qui voulait être notre guitariste sur scène, donc c'est Neil Rogers, et qui a fait un remix de notre titre. Et puis les rappeurs qui met dessus, c'est Run DMC. Non. Non, oui, si. Oui. Ouais. Et donc là, tu fais, oh putain, waouh, c'est super, tu vois. Restaurant, en fait. Ouais. Et là, je l'ai encore dans mon téléphone, la maquette. Et la maquette, elle est en date du 30 août 2001. Et là, on nous dit, bon, on va travailler ça va être super, la tournée, ça va être super. J'ai retrouvé je fais une petite parenthèse, j'ai retrouvé une vidéo d'une interview sur MTV où on raconte qu'on part en tournée, qui donc n'a jamais été diffusée, pour toutes les raisons que vous imaginez, j'imagine. C'est que en fait, tout se prépare, on a ce truc-là, Russell Simons, le patron de Def Jam, mais qui à l'époque s'occupe surtout de son frère, donc de Run DMC, nous dit, attendez les gars, non, on le sort pas tout de suite parce que je veux que ce soit le prochain single de Run DMC. Donc, c'est quand même notre titre, hein, c'est un remix de notre titre. Bon, mais bon, tout le monde nous dit, ouais, ça peut être très, très intéressant. Hein. Ça défonce, on est comme des fous. Et 11 septembre 2001, tout s'arrête, c'est fini. Voilà. Point. Mais non. Eh oui. Si. Là, il n'y a plus rien. Le label sur lequel on a signé aux États-Unis, qui s'appelle MCA, fermera 2 ans après à cause de ça. Et plus de tournée. La maquette, elle est restée en maquette. Run DMC, voilà, Passe à autre pas chose. d'album, pas de tournée, rien, que dalle. Putain, c'est chiant le terrorisme. Bah,
Surtout pour ceux qui ont. Surtout pour ceux qui sont morts, mais. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. d'accord, mais il n'y a pas que. Ouais. Je rigole. Ah ouais. Et mais ça, c'est un truc qui arrive à plein de gens. Hein. C'est Mhm. des histoires comme ça. Et donc, bon, ben voilà. Donc, en gros, quelques télévisions approximatives. Et puis, on se dit, bon, ben, on va refaire un album. Et puis là, ben, c'est l'album très long, où on ne sait pas ce qu'on veut faire, où, Ah. on nous dit de prendre un manager, donc on prend un manager très connu, qui est plus connu que nous, puisqu'en plus il fait une émission de télé à ce moment-là, parce que la télé-réalité commence à exploser. C'est Valérie Zetoun? Non. C'est Ok. pas là, non. Alors, on va tous les faire. Et non, non, non. c'est l'autre, c'est Dovatia. Non. Et non, va pas nous c'est un dire. manager là dont je parle. Je Mais, sais pas, mais ceci J'ai dit, jamais su ce que à ce faisait moment-là- Dovatia dans la vie. mais c'est un mec de maison de disques. Ah. Ou je crois, non, même pas, j'en sais rien ce qu'il fait. Producteur. Il est producteur, ouais. Il me semble, ouais. Mais c'est pas grave. Et d'un autre côté, on a aussi notre patron de notre label qui monte complètement en grade et tout ça, et qui lui aussi fait une émission de télé-réalité. Enfin, ils sont tous hyper pris. Pascal Nègre. Et finalement, quand on se retrouve à table avec notre manager et notre patron de maison de disques pour parler de notre avenir, et je vous jure que c'est vrai, ils passent du temps à signer des autographes à des gamins qui ne nous calculent absolument pas le groupe. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Quand ton manager est plus connu que toi, c'est Et il l'est. problématique. Et il Ouais, l'est, oui. puisque c'est Ah, The ouais. Manager. Et Suite de Quadricolore. non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, je vous jure que c'est pas ça. Et donc, ben là, nous, on se perd. On nous dit que. Donc, on faisait beaucoup, nous, dans notre musique, si tu veux, tout ce qui était voix, c'était beaucoup de la talkbox, donc ces espèces de vocodeurs et tout. Ah oui. Puis on dit non, mais arrêtez, en plus, vous êtes beaux gosses, faut chanter vous, faut faire comme. Je sais plus, un DJ dont j'ai oublié le nom, qui est très sympa en plus. Et bon, bref, faut faire comme lui. Voilà, en gros, maintenant, les gars, faut passer un petit peu la vitesse supérieure, arrêtez avec votre musique de ringard, là. Faites de la prod, faites des sous, pas dire grand-chose, tu vois. Donc, on se perd, on fait des reprises, des machins, et puis on fait un album qui est pas terrible, réellement, D'accord. qui met beaucoup de temps à sortir, où on nous promet des tonnes de choses, ça va être l'album de l'année. Puis voilà, ça périclite gentiment. Il y a on est toujours invité aux soirées MTV, mais tout à coup, quand tu arrives là où à l'époque on arrivait dans le truc VIP où on avait à boire pour tous nous et tous nos potes, bah, le cordon se referme devant nous, puis c'est Kyo qui passe, tu vois, parce que c'est l'heure du rock. Bah, oui. Tu vois, c'est plus l'heure des ringards de la French Touch, tu vois, là c'est le rock maintenant qui arrive. Donc, et puis donc ça s'arrête doucement. Derrière, il y aura la French Touch 2 qui va arriver et qui veut surtout pas entendre parler de nous non plus. Et Alors, c'est pas très grave. C'est qui la French Bah, c'est Touch Justice, tu vois, D'accord, c'est ok. la seconde vague, quoi, tu vois, Mhm. cette musique un peu plus rock pour le coup, tu vois, un peu Ok, moins ouais, funky ouais. que la French Touch 1 et les deux un peu plus rock. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut dire. Mais bon, en gros, ben, ça y est, nous on a passé les 30 ans, Mhm. c'est fini, hein, c'est comme ça, c'est l'industrie. Et donc toi, tu retournes aux arrangements, Oui, alors moi je retourne à ce qui est possible pour vivre. C'est-à-dire, Bah, c'est faire de la musique pour les autres. c'est Pas- ouais, ou pas aller pour faire, soi, nécessairement. ou aller faire le DJ dans un anniversaire, ou aller, enfin faire plein de choses, plein de trucs, quoi. D'accord, ouais. Plein ok. de trucs. Oui, je fais aussi un peu de Mm. musique pour les autres. Et là, à ce moment-là, il y a une opportunité pour produire un titre pour un artiste que je connaissais de nom, mais je connaissais pas vraiment. C'est Ron. Et donc, je rencontre Céron, on rencontre Céron, et on produit un titre pour lui. Et puis, on s'entend bien avec lui. Et puis, il me dit, ben, tiens, les gars, ça vous dit pas, je pars jouer ce soir en Belgique, et je suis tout seul. C'est un batteur, hein, Céron, hein, pour Ouais. ceux qui ne savent pas. Je suis tout seul. C'est un playback. Vous voulez pas faire mon band? Comme ça, on fait la fête ensemble, et c'est cool. Ok, cool. On monte en Belgique, on fait la fête avec lui. Et puis, on s'entend bien avec lui. Et puis, je vais essayer de ne pas être très long là-dessus, mais j'ai bossé 17 ans avec Céron à partir de là. Ah oui. C'est-à-dire jusqu'à l'année dernière, tu vois. Alors, j'ai arrêté parce que j'ai beaucoup d'autres trucs, Mhm.
tant mieux maintenant dans ma vie. Et lui aussi, sa tu carrière a tellement faisais quoi explosé avec lui? que j'avais plus le temps de m'occuper, j'avais plus quoi? le temps de le suivre. Ce que je faisais avec lui. Ouais. Alors au départ, j'ai produit des titres pour lui. Bah, Puis ça après, veut dire quoi, produire des titres? Parce que produire, ça peut être. d'un point de vue extérieur, on a l'impression vraiment du mec qui finance. Alors, non, Mais alors, c'est pas ça en réaliser. réalité. D'accord. ok. Réaliser, c'est-à-dire construire, c'est-à-dire C'est fabriqué. ça peut aller de l'écriture du titre. Alors là, je te parle pas pour Céron, je te parle de ce que Ouais, ça veut ouais, dire. ouais. Ça va de l'écriture du titre, Mhm. une À la maquette, mise en musique. à la mise en musique, à aller chercher des musiciens pour Ok, jouer dessus oui. s'il faut des musiciens, à aller chercher le studio où tu vas aller l'enregistrer. C'est tout ça la production. C'est-à-dire d'une idée, d'une mélodie que tu as dans ta tête jusqu'au produit final que les gens écoutent sur YouTube. Ouais, non, C'est mais ça, la je production, en Je fait, pense que c'est important de le préciser parce que c'est vrai que C'est la- d'un point de vue extérieur, quand on parle de producteur, on pense aux financiers globalement. Parce qu'on Ouais. pense aux producteurs comme aux producteurs. Ouais, de c'est de cinéma la... ouais, mais t'as raison, il y a de la production exécutive, de la production... il y a Ouais. plein de productions différentes, mais là, en l'occurrence, au départ, ça a été ça. Puis après, Céron m'a dit, mais tu veux pas m'accompagner, être mon DJ sur scène et tout. Je dis, ah bah ouais, pourquoi pas. Et à l'époque, il jouait encore avec un grand groupe et tout, donc il y avait beaucoup de musiciens. Et puis de là, il m'a dit, mais tu voudrais pas diriger le groupe, faire le directeur musical du groupe? Je dis, ouais, ok, super. Et puis moi, à côté de ça, on continuait quand même à faire des titres pour Dax Riders où je t'avoue, on a ressorti encore un quatrième album en 2011 qu'on a sorti juste sur Internet, nous-mêmes, tu vois. Mais je peux te dire, pour avoir encore passé la soirée hier soir avec eux, on aimerait toujours faire des albums. Ouais, bah ouais. On C'est s'entend génial. toujours aussi bien. C'est et, génial d'avoir ça. et on est toujours des potes, tu Mm. vois, voilà. Et donc ça, c'est encore une petite parenthèse. Derrière, je me retrouve à faire de la direction musicale pour les concerts de Céron et à travailler sur d'autres projets. Et là, je rencontre un mec qui s'appelle Simon Delacroix, qui a un projet qui s'appelle Toxic Avenger, donc un truc de French Touch 2, et qui me dit, tiens, je vais faire mon deuxième album, tu veux pas qu'on le fasse ensemble? Ah bah, et donc, du coup, la fusion des deux. et là, génial. du coup, je deviens une partie de Toxic Avenger avec lui. Et là, on a fait un album et on est reparti sur la route pour 2-3 ans. Et c'était la fête. C'était pas autant fast que les années 90, parce que les années 90, c'est quand même... Je vais vous dire le genre d'absurdité qu'on pouvait faire. C'était... on avait un train à 10h du matin à l'époque pour aller faire une promo à Bordeaux pour Énergie. Bon, on faisait la fête toute la nuit. On n'avait pas envie de se réveiller à 10h du matin, on loupait le train, puis le deuxième. Et puis finalement, il fallait quand même être à cette promo parce que c'était très important quand même d'aller faire Énergie. Donc, hop, le Bourget, un avion. Mais non. Ah oui. Mais nous, tout ça, on ne savait pas que c'était défalqué de nos avances. Il faudrait rembourser un jour. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas recevoir un mail. Au moment où vous savez pas. Tu vas avoir le mail du Bourget quand il va te revenir. C'est cher, mais c'est pas si cher. Ah ouais. C'est cher, mais c'est pas si cher. Ok. C'est-à-dire que c'est très cher, mais tu peux t'en tirer pour 5 ou 6 000 euros. Ah, ok, ouais. Quand t'es 4 personnes, c'est Ouais. très cher. Oui, Il faut mais quand C'est même très cher. tu peux Faut quand même t'imaginer. mieux prendre ton TGV, quoi. Oui, C'est ça, Bah, surtout. mais tu évidemment. peux t'imaginer que ça coûte plus cher que ça en Ouais, réalité. ouais, effectivement. Évidemment. Bon, je suis désolé, mais C'est c'est fini. là-dessus qu'on s'arrête. Ah ouais. Eh oui, Bah oui. parce que ça fait déjà en fait 1h30, alors que normalement le podcast il fait 1 heure. Ouais. On a bien débordé. Bah, merci beaucoup, Olivier, c'était Mais passionnant, merci. c'était super. Ah, et c'était une trop belle histoire. Et Ouais. ça ferait un trop bon film. Ah, mais ouais. Et je t'ai pas Ah, dit mais oui. quand on s'est perdu dans les backstage de Groningen. Non, non, mais Eh ben ça, on va le raconter peut-être dans le bonus. Voilà, c'est ça. Alors, les backstage de Groningen. Merci Juliette, merci à toutes et à tous Merci de nous avoir Ramzi. écoutés. Merci Olivier. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le bonus et très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous. Bisous.